Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous, c'est autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre grande habitude, nous allons nous interroger encore ce matin. Mali, loi anti-LGBT+, guerre contre le wokisme, nous nous interrogeons encore ce matin. Une loi pénalisant l'homosexualité au Mali a été adoptée le jeudi soir par le Conseil national de la transition qui tient lieu d'organe législatif dans le pays, dirigé justement de main de maître par des patriotes maliens depuis 2020. Aucune sanction pénale n'était en vigueur jusqu'à présent dans ce pays, en grande partie musulman et où les valeurs traditionnelles restent fortes, il faut également le rappeler. Désormais, il existe des dispositions dans nos lois qui interdisent l'homosexualité au Mali. Toute personne s'adonnant à cette pratique en faisant sa promotion ou son apologie sera poursuivie, a déclaré d'ailleurs le ministre malien de la Justice, Mamadou Kassogé. Nous n'accepterons pas que nos coutumes et nos valeurs soient violées par des personnes venues d'ailleurs. Ce texte sera appliqué, Inch'Allah, a-t-il déclaré et surtout martelé. Et bien, jusqu'à preuve de contraire, les projets de code pénal et le code des procédures pénales ont été adoptés par les membres du CNT à 132 voix pour et 1 contre, indique d'ailleurs, on va le dire, la page Facebook du CNT. Ils doivent encore être promulgués par les autorités maliennes. Parmi les autres nouveautés se trouve l'introduction du bracelet électronique pour réduire les incarcérations, l'incrimination et la répression de la trahison ou encore la répression de l'esclavage par ascendance. Les relations homosexuelles sont interdites dans un tiers des pays du monde où elles peuvent être passibles de prison, voire dans une dizaine de pays de peine de mort. Avait indiqué d'ailleurs en mai dernier un rapport de l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes, IGAWORLD, malgré une tendance mondiale à la décrimination, alors la décriminalisation, une grande partie du continent africain et certaines parties de l'Asie connaissent une répression, on va le dire troublante, de tout cela parce que sur le continent, il faut également le rappeler, eh bien, on aime les traditions et il faut les mettre en pratique. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, Mali, loi anti-LGBT+, guerre contre le wokisme, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfum d'Homme, homme politique de l'UPC. Il est notre invité ce matin. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos, bonjour à tous nos amis, nos millions de fidèles, n'est-ce pas, comment on les appelle encore, téléspectateurs, internautes, téléauditeurs. Je pense que nous sommes de retour et c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Très heureux de vous avoir, Patient Parfum d'Homme, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, je vais très bien. J'ai fait un bref séjour de côté de la Russie pour assister au sommet des BRICS. Je crois que c'était une très belle expérience. Je reviens de là avec la tête encore pleine de certitudes pour ce que je mettais déjà en avant comme mes principaux thèmes que j'appelle souvent cheval de bataille. Je pense que pour tout Africain qui assiste à un sommet, à des rencontres aussi importantes de ce haut niveau, où le nouveau monde est en train de s'écrire, voilà, de voir le jour, cet Africain connaissant les réalités profondes de notre Afrique, surtout l'Afrique au sud du Sahara, surtout l'Afrique dite francophone. D'ailleurs, je tiens à dire que cette langue dans laquelle nous nous exprimons, qu'on appelle le français, est une langue morte, point de vue à l'international. À l'international, elle ne sert à rien. Il faut avoir le courage de le dire à nos frères, surtout à la jeunesse. Si vous êtes dans l'espace francophone, faites un effort d'apprendre à minima l'anglais, mais surtout de nouvelles langues qui sont les langues de communication, là où l'innovation se fait. C'est par exemple le mandarin, c'est aussi le russe, un peu l'espagnol, pourquoi pas le portugais aussi, si vous voulez aller au Brésil. Mais je vous rappelle que l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui, avec ce construit que nous avons hérité, mais pas hérité au forceps d'ailleurs,
par la fameuse conférence de Berlin de 1884. Si nous restons dans ce schéma, l'Afrique ne pourra pas participer à l'éclosion de ce nouveau monde avec son empreinte, avec sa propre identité, mais surtout avec son savoir-faire. Nous serons toujours à la périphérie du monde et c'est ce que m'a fait le plus mal, c'est ce qui me chagrine. Il faut déconstruire ce qui s'est passé à Berlin. Il faut créer au niveau de l'Afrique de nouvelles entités viables qui correspondent à la réalité à la fois culturelle, politique, historique des différents peuples que nous constituons. C'est seulement comme ça que ces entités robustes pourront, elles aussi, apporter leur marque de fabrique à ce nouveau monde qui se crée, qui se crée, je vous le dis, l'ancien monde qui avait pour pôle dominant de l'Ouest et en décrépitude. Il y a un nouveau monde de côté de l'Est, de l'Orient, si on peut appeler ainsi, qui va être le monde de demain, le monde où l'innovation technique, technologique, scientifique, économique, et même sur le plan de ce qu'on appelle la civilisation, va éclore. Donc l'Afrique a l'obligation de s'arrimer à cette nouvelle vision-là. Et pour cela, il nous faut des entités plus robustes. Quand je parle de ça, je regarde mon Afrique centrale, je me pose la question, pourquoi en Afrique centrale, nous ne pouvons pas faire une fédération des États-Unis d'Afrique centrale? Nous étions en Russie, 17 000 km de l'ouest, de l'est en l'ouest, ou bien l'ouest-est, mais surtout dans un État, l'État de Tatarstan, avec la capitale Kazan, qui était l'État hôte de ce sommet. Il y a beaucoup d'États comme ça en Russie, comme l'État du Cameroun, comme l'État du Tchad, comme l'État de la Centrafrique, je ne sais pas, de Congo, etc., qui ont décidé de se mettre ensemble pour avoir cette grande fédération de Russie. Vraiment, il faut que les gens arrêtent de continuer à se considérer comme des gens qui sont incapables de faire de dépasser, n'est-ce pas, cette position historique qui nous a été imposée par ces colons qui se sont assis sans les Africains à Berlin pour décider du sort, n'est-ce pas, de l'Afrique. Les Africains d'aujourd'hui doivent déconstruire ce schéma pour reconstruire un nouveau schéma qui sera en cohérence avec nos ambitions, en cohérence avec notre dignité, mais en cohérence avec nos rêves de liberté et de souveraineté. Très heureux de vous avoir passé en parfait de une question qui nous intéresse au Mali. Ce matin, Mali, loi anti-LGBT+, guerre contre le wokisme, vous l'avez suivi d'ailleurs, hein, la loi pénalisant l'homosexualité au Mali a été adoptée le jeudi de la semaine dernière, puisque nous sommes le lundi 4 novembre de l'an de grâce 2024 par le Conseil national de la transition qui tient lieu d'organe législatif dans le pays. Aucune sanction pénale n'était en vigueur jusqu'à présent dans ce pays sahélien. Eh bien, un parti musulman et où les valeurs traditionnelles restent fortes désormais, eh bien, il existe des dispositions dans la loi malienne qui condamnent et interdisent l'homosexualité. Oui, mais je crois que c'est une réalité qui s'impose au Mali. Cette loi arrive au moment où j'ai l'impression que s'il n'y avait pas encore de loi punissant, interdisant la propagande de cette chose-là, oui, c'est parce que pour le Mali, il n'en trouvait pas la nécessité. Le Mali est encore bâti sur un socle culturel qui est assez puissant, où des choses comme ces choses-là n'avaient pas du tout pignon sur rue. Mais depuis que la Côte d'Ivoire a ouvert les vannes, avec le moins qu'on puisse dire une espèce de tolérance de ces pratiques sataniques, oui, le Mali, effectivement, s'est vu exposé du fait de sa proximité avec ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ils ont donc senti l'urgence de protéger les familles, de protéger la jeunesse, mais surtout protéger le futur de ce Mali qui s'est inscrit dans une nouvelle dynamique de dignité et de nouvelle programmation d'une Afrique libre, souveraine. Elle ne pouvait que prendre ces décisions pour ouvrir la voie, pour sonner la cloche de la résistance réelle, parce que, on ne le dit pas assez, l'un des piliers par lequel on tend d'affaiblir aujourd'hui l'Afrique, c'est la destruction de la famille, c'est la destruction de nos valeurs, c'est la destruction même de notre mode de vie sur le plan civilisationnel. Donc, c'est une très bonne chose. J'espère que
on ne va pas s'arrêter au Mali, que l'ensemble des États de l'AES, les deux autres qui restent, iront dans le même sens pour vraiment poser des espèces d'écluses pour donner la possibilité à la jeunesse de l'AIS d'être à l'abri de ces attaques qui viennent justement la Côte d'Ivoire n'est qu'une expérimentation qui vient de l'Occident, les États-Unis, ce wokisme militant dont on a eu à avoir l'expression sur le plan d'une attaque médiatique lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, avec M. Macron qui en est un vaillant soldat de ce wokisme sur le plan international. Donc, à mon sens, ce n'est que justice, ce n'est qu'une juste perception des choses, une juste appréhension des défis du moment, et la justice malienne s'est arrimée à cette nouvelle exigence pour mieux protéger les familles, mieux protéger le peuple malien et surtout sa jeunesse. C'est quelque chose qui doit être pris en compte, mais c'est quelque chose qui ne doit pas être vu comme du populisme ou bien comme une tendance pour le gouvernement malien actuel de démontrer qu'ils sont totalement en opposition avec l'Occident. D'autant plus qu'en Occident, ces mêmes pratiques posent problème, on ne le dit pas assez, c'est moins de 5% des populations occidentales qui sont acquis à ces pratiques-là. Malheureusement pour nous, la plupart des médias sont tenus par cette frange minoritaire et ils en font un tabac tel que les gens ont l'impression que c'est la chose la mieux partagée, même en Occident, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, je vous disais tout à l'heure que je viens de Russie, là-bas, ce n'est pas du tout toléré. La famille, c'est bien clair, c'est une femme, c'est un homme, dans deux genres bien distincts, qui, de manière naturelle, fondent la famille et protègent les enfants et construisent justement le pays. Et je crois que l'Occident s'est foutu une balle dans la jambe en laissant la promotion de ces choses-là. Parce que quand on regarde la dégringolade du point de vue de la démographie dans les différents pays occidentaux, j'ai bien peur que ça va être le déclin de leurs propres économies, de leurs propres sociétés, de leur propre civilisation, s'ils ne font pas attention. Et c'est pour cela que l'Afrique reste une dernière frontière où l'homme est vrai, où l'homme est en cohérence avec la nature, où l'homme parle à son créateur, à ses ancêtres, mais aussi à lui-même, en étant totalement épanoui dans cet espace que Dieu nous a offert. C'est à nous de savoir vraiment être rigides sur cette question-là pour ne pas nous laisser embarquer dans les histoires de nouveaux droits de l'homme, tout ce bavardage inutile qui n'a aucun sens. C'est à nous de pouvoir aller de l'avant. Et je dis à l'Afrique, attention, attention. L'un des éléments clés du succès de l'Afrique, ça va être le renouveau de sa démographie. Vous prenez un pays comme l'Indonésie, 400 millions d'habitants, plus de 400 millions d'habitants. Ils sont une puissance aujourd'hui dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est en train d'émerger avec toute sa vigueur. L'Afrique est sous-peuplée. L'Afrique est sous-peuplée, M. Steve Joslingos. Un pays comme le Mali, il est sous-peuplé. Si on fait le ratio par rapport à la superficie du Mali, peut-être qu'on n'aurait même pas un habitant au kilomètre carré. Donc faisons attention. Ne donnons pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens, parce que pour l'instant, il n'y a pas de planification urbaine, et que tout le monde vient s'agglutiner dans les principales villes de nos pays, qu'on en a l'impression. Moscou, c'est plus de 22 millions d'habitants. 22 millions d'habitants. Vous ne voyez pas d'embouteillage. Tout est bien organisé. On circule de manière limpide, les infrastructures sont là. Si vous voulez prendre le bus, le métro, c'est quoi? C'est une voiture ou bien ce que vous appelez aujourd'hui l'ubérisation, mais que vous appelez comme les Yahoo. Comment ils appelaient ici chez nous? Le Yango. Vous savez que c'est une application russe, c'est une société russe. Donc il y a tout ça. Il y a l'informatisation qui facilite beaucoup de choses. Donc les tramways, etc., etc. Il y a tout. C'est fluide, c'est fluide, c'est fluide. Il y a des espaces. C'est conçu en réalité pour faciliter les mouvements des êtres humains et leur permettre une meilleure efficacité dans le travail. Et je pense que nous avons besoin de cela. C'est tout ce qui nous manque. Ce n'est pas que nous sommes trop nombreux, ce n'est pas qu'on étouffe, mais c'est un déficit de planification voulu ainsi par le colon français pour que justement les gens ne commencent pas à rêver grand de leur espace et se dire que les moyens que nous avons ne peuvent pas nous permettre
de rêver blanc, donc de passer à autre chose. Comment vous pouvez développer des pays comme le nôtre si vous n'avez pas, par exemple, une indépendance énergétique? C'est pas possible. C'est pas possible, monsieur Ngos. Vous ne pouvez pas rêver grand, vous n'avez pas d'indépendance. Vous ne pouvez même pas faciliter, donner un meilleur cadre de vie aux familles sans indépendance énergétique. C'est quasiment impossible. Je ne parle pas de l'industrialisation qui vous êtes obligé de renvoyer au calendrier grec si vous n'avez pas de l'énergie à disposition. Donc, l'ensemble de ces choses-là et ces dispositions qui sont en train d'être prises, on semble ne pas voir une certaine cohérence. Mais la finalité, c'est de laisser l'homme africain, le Malien en particulier, faire exploser son génie avec des propositions nouvelles où, comme le disait le grand penseur, l'homme, c'est en se mettant à la nature qu'on la domestique. Il faut donc que nous ne violons pas les règles de la nature, qu'on soit en cohérence avec ces règles de la nature, qu'on soit en cohérence avec ce que le Dieu créateur nous a donné comme richesse exceptionnelle. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé une femme, on a créé un homme. C'est en symbiose de ces deux êtres-là que, n'est-ce pas, que le génie, j'allais dire, que la lumière jaillit et donne à l'homme cette possibilité d'être fécond sur le plan intellectuel, sur le plan humain, sur le plan civilisationnel. Donc je crois qu'aux Africains de faire attention, n'écoutez pas son sein de cloche qui vient d'extérieur, surtout à notre jeunesse. Et je crois que je sors par là la dernière en date en termes d'informations qui a explosé sur le plan international. C'est l'affaire, vous appelez comment, Prof Dedi? Oui, vous vous souvenez, Prof Dedi? Vous voyez, quelqu'un que P. Diddy, que la jeunesse africaine voyait comme un exemple, oh il est beau, il est jeune, il est riche, il est célèbre. Mais regardez, grattez, pour voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est quoi, M. Ngos? C'est une culture de caniveau. C'est la merde. C'est la gadoue. C'est ça. C'est ça. On ne fait la promotion des Afro-Américains que s'ils acceptent de rentrer dans ce cadre-là. S'ils n'acceptent pas de rentrer dans ce cadre, je peux vous dire qu'il n'y a pas de promotion pour eux. L'affaire Kylian Mbappé, on lui trouve une histoire parce qu'il a une attitude vis-à-vis de la guerre israélo-palestinienne qui ne leur convenait pas. Subitement, un viol sort comme par coup de bâton magique du chapeau du prégestateur et voilà Kylian Mbappé dans des problèmes et même psychologiquement, même sur le terrain, ça se ressent qu'il est vraiment affecté par cette affaire-là qu'on construit contre lui, tout simplement parce que par rapport à la question israélo-palestinienne, il a une attitude qui ne plaît pas à ces happy few, à ces wokistes qui dirigent le monde. Donc faisons attention, disons ouvertement à nos enfants que, attention, toutes ces constructions-là, c'est contre vous. C'est contre vous parce que c'est vous qui êtes le monde de demain. Justement, selon les propos du ministre malien de la Justice, il déclare, je cite, nous n'accepterons pas que nos coutumes et nos valeurs soient violées par des personnes venues d'ailleurs. L'homosexualité, c'est pour détruire les valeurs culturelles africaines et surtout, est-ce les étrangers qui sont au cœur justement de la promotion de ces choses-là? Monsieur Ngos, regardez un peu nos pays. On a mis à la tête de nos États les gens qui étaient, on dit des bénéficiaires, mais en fait qui étaient à plat ventre vis-à-vis de tout ce qui venait de l'étranger. La plupart de nos pays, je prends le cas de mon pays, le Cameroun, ce sont ceux qui étaient contre l'idée d'indépendance à qui on a donné le pouvoir. Oui. À partir de ce moment-là, ils n'ont pas la moindre petite résistance vis-à-vis des injonctions qui viennent de l'extérieur. Ils acceptent tout. Ils acceptent tout pour eux-mêmes et même pour leur propre peuple. Nous avons des États où l'acceptation de ces pratiques-là vous donne la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle l'ascenseur social. Nous avons plein d'enfants. Certains jeunes bourrés de diplômes. Les miens, par exemple. Pourquoi ils n'ont pas de boulot? Alors que c'est les autres qui sont impliqués dans ces histoires-là. Vous ne comprenez pas comment ils font pour avoir du boulot. Et quand ils ont du boulot, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que leurs conditions sociales se modifient radicalement. Ils ont de quoi faire vivre des familles, ils peuvent s'accorder tous les plaisirs, ils peuvent construire des maisons, souvent même
en débordant parce qu'on ne sait pas très bien où prendre l'argent pour avoir tous ces duplex pour eux-mêmes, pour leurs femmes, pour leurs enfants, mais aussi pour les maîtresses, etc. Tout simplement parce qu'ils ont accepté des choses qui sont contre nature. Vous savez, j'ai un ami qui est maçon. J'aime prendre son exemple. C'est mon ami, mon enfant. Et qui m'a dit un jour, moi je vis dans un pays anglo-saxon, mais ce que vous avez chez vous qu'on appelle franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Je lui dis pourquoi? Il me dit, mais parce que là où je suis, là où je vis, chez vous, c'est la sorcellerie que vous faites dans la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Ah, je lui ai dit, tu sais, c'est pour ça que moi je me suis éloigné de ces choses. Quel qu'en soit, ce que vous pouvez me dire comme possibilité, parce que bon, ça fait avantage. On me dit, mais parfait, tu vas finir pauvre, parce que tu n'as pas voulu là où... Je préfère mourir pauvre que d'être dedans. Alors, vous voyez donc les gens qui sont dedans. Des gens qui n'étaient pas grand-chose, dont on en fait la promotion, qui vivent mieux, avec leur famille, etc., etc. Donc, on a pris le verre, on a mis dans le fruit. Et nous, on a pris ce verre qu'on a mis dans le fruit comme l'expression de la modernité, l'expression du mieux-être, l'expression de ce qui nous permet d'accéder à des formes de connaissances et d'élévation du standard de vie que les autres ne peuvent pas avoir. Et on a cru que le monde fonctionne comme ça. C'est un plan diabolique, c'est un plan machiavélique pour détruire la famille africaine. Si vous réussissez à détruire la famille d'un peuple, d'une nation, vous avez atteint la nation. La nation n'existe plus. Moi, je parie, je suis patient par fin d'homme. Un pays comme la France, si elle continue dans cette ligne-là, elle est foutue. La France, c'est fini. Un pays où vous voyez un homme épouser un homme, une femme épouser une femme, maintenant même si on peut épouser des animaux, c'est fini. Il n'y a plus de civilisation dans ce pays. Ce sont la Russie. La Russie, c'est plusieurs nationalités. Hein? Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas que des gens qui ont la culture européenne. Il y a les Asiatiques, il y a même des gens qui sont des hindouistes, il y a des Inuits presque, les gens qui sont en Sibérie, ils sont de plusieurs nationalités. Quand vous êtes en Russie, vous posez la question, si tout ce monde-là que vous voyez, c'est des immigrants, on vous dit que non, c'est des Russes. Vous avez des gens du Caucase, vous avez des gens, ils sont variés. Mais ils ont compris que c'est dans cette diversité, cette dynamique, diversité des nationalités, que la richesse se crée, que la plus-value se crée. Chacun vient avec sa propre culture. C'est ce que, bon, je crois que le pôle de Sédar Senghor appelait le rendez-vous de nous de recevoir, sauf que lui n'a pas bien compris de quoi il parlait. Donc voilà les fondamentaux. Ils nous ont imposé ça parce que c'était l'échelle par laquelle il fallait... Est-ce une bonne décision prise par les autorités maliennes aujourd'hui? Parce que du côté de l'Occident, on crie... Quand vous dites l'Occident, je peux vous dire que c'est l'ancien monde qui est en train de mourir. Oui. C'est l'ancien monde qui est en train de mourir. Il n'y a pas que le Mali. Il y a une liste des États fichés par le FMI qui sont blacklistés pour recevoir aujourd'hui des financements de FMI parce que ces États-là n'ont pas accepté l'homosexualité, la dépénalisation de l'homosexualité. Une liste des États, l'Iran, qui sont d'ailleurs membres de FMI. Hein. Prenez le cas de l'Ouganda. Là, ils ne sont pas là avec le dos de la cuillère. Ils ont été clairs, ils ont dit à l'Ouganda, si la loi que vous avez prise là est... On en a parlé d'ailleurs. Oui, elle est officialisée, vous n'aurez plus le droit à un certain nombre de financements. Les pays africains qui ont donc accepté de dépénaliser l'homosexualité telle que le Gabon, qu'est-ce qui a vraiment changé? Mais c'est l'une... bon, je vais parler en profondeur. Monsieur Ali Bongo et son ami le roi de Maroc, tout le monde sait. Ça se dit souhait. Donc il ne pouvait que accepter de pareilles pratiques. Le Gabon, le Maroc. Oui. C'est là aussi, un pays comme l'Angola, c'est une curiosité. Mais pourquoi? Parce que j'ai été plusieurs fois, vous voyez une élite dont les parents ont lutté pour accéder à l'indépendance, mais les enfants, parce que les enfants gâtaient la République, à souhait. Donc ils ne pouvaient que accepter de pareilles pratiques. Le Gabon, le Maroc. Oui. C'est là aussi, un pays comme l'Angola,
C'est une curiosité, mais pourquoi? Parce que j'ai été plusieurs fois où vous voyez une élite dont les parents ont lutté pour accéder à l'indépendance, mais les enfants, parce que les enfants gâtés de la République, ils vont en vacances aux États-Unis, en France, en Angleterre. Pour eux, ces pratiques, ce sont des expressions de la modernité. Il faut refonder l'enseignement à la base au sein de ce pays. Mais il faut aussi des leaderships tranchants. Il faut se réapproprier de ce vent révolutionnaire qui a permis à l'Angola d'Agostinho Neto d'accéder à l'indépendance et au lieu de penser, comme avec Dos Santos, que c'est le fait d'aller prendre des vacances aux États-Unis qui donne l'impression qu'on est quelqu'un. Non. C'est ça aussi les mouvements de vague de certaines de nos révolutions. J'espère que ça ne sera pas le cas pour l'AIS, mais je vous dis attention, il y a souvent ces mouvements de vague. C'est aux dirigeants, au leadership de savoir résister au mouvement de vague dans le sens inverse. Sinon, vous avez les cas comme ce que nous avons en Angola. Il y a aussi le fait que certains de nos dirigeants, par paternalisme, se laissent souvent aller c'est pas les désirata, mais au fait... Non, pour un enfant qui est gâté, comment on appelle ça? C'est-à-dire que papa, je veux ceci, on lui donne, oui, n'est-ce pas, des enfants. Ça s'est vu avec Cuba, avec la fille de Raoul, qui était lesbienne et qui a pesé de tout son poids pour que Cuba tolère ces pratiques-là. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc il faut faire attention. Là, quand il s'agit de la République, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes. C'est la loi de la République. C'est la loi de la Révolution qui compte. Et il faut être intransigeant là-dessus. Quitte à se couper soi-même sa propre main. Sinon, vous n'avez pas de révolution. Sinon, vous n'avez pas de capacité, n'est-ce pas, à propulser vos pays vers des horizons de dignité. Merci à vous, Pacha, pour avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous dis merci. Je continue de féliciter le pouvoir malien pour cette décision qui a été prise. Mais je pense que la société malienne profonde ne pouvait plus tolérer davantage ce vent qui vient, je vous dis, dans le cas de Mali, beaucoup plus de la Côte d'Ivoire, avec, on appelle quoi, les Woubi, là-bas, et qu'il fallait commencer à anticiper pour dire que ici, nous ne voulons pas de ces pratiques-là, parce qu'elles vont mettre en mal la société malienne et elles vont mettre en mal, plus tard, la révolution de l'AIS. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur les plateformes numériques de Panafricaniste TV. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.